l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez un homme tout dévoué à son roi, mais qui quand même a fini par voter sa mort. Et il l'a payé cher, le marquis Saint-Fargeau. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, il était le petit-fils d'un contrôleur général des finances de Louis XV. Et lui-même était ancien président à mortier du Parlement de Paris. Vous savez ce que c'est, un mortier, hein? Est-ce que vous savez ce que c'est, un mortier? Oui. Le mortier, c'est une toque de velours noir brodé d'or. Ouais, moi, j'étais dans le bricolage. Ah oui, dans le bricolage ou l'armement lourd. Bon, enfin, il était en tout cas l'un des plus brillants familiers de Louis XVI et de Marie-Antoinette, et il avait toute leur confiance. Et à la surprise générale, alors qu'il est député de la noblesse aux États généraux organisés, convoqués par Louis XVI, et alors qu'il est aristocrate, il cède à l'appel de Mirabeau. Il est convaincu, il est enthousiaste et il rejoint le tiers-État, ce qui est quand même déjà une forme de trahison gravissime aux yeux de ses pairs. Et il n'est pas le seul, parce qu'avec lui, il y a en tout 47 autres membres du clergé et de la noblesse qui trahissent leur ordre en quelque sorte et rejoignent le tiers-État. Et ce haut fait lui vaut d'être nommé président de la Constituante en juin 1790. La Constituante, c'est cette assemblée qui, comme son nom l'indique, va échafauder la nouvelle Constitution. Mais au cours de la séance du 20 janvier 1793, qui doit donner lieu à un vote sur la mort du roi, Lepelletier, en cherchant à justifier son vote en faveur de la condamnation à mort, va finir par entraîner à sa suite un certain nombre d'hésitants. Et ça ne va pas lui être pardonné. Déjà, il trahit par son vote, mais il aurait pu voter le bannissement, simplement. Il aurait pu, d'ailleurs, parce qu'il y a 290 députés qui ont voté pour d'autres peines. La majorité absolue était 361 députés, et sont 361 députés qui ont voté pour la mort sans condition. Évidemment, là, du côté de l'aristocratie, ce qu'il a fait est absolument gravissime. Il a mis tout son poids dans la balance pour en convaincre d'autres de condamner le roi. Pour sauver sa peau, en fait. La sans vérité, doute aussi, elle est là. Sans doute c'est aussi. qu'il se disait... Il a fait un mauvais calcul, il disait bon, je vais aller plus loin, je vais faire du zèle, comme ça, on ne touchera pas à ma tête. Peut-être ne pensait-il pas aux conséquences gravissimes de son acte. C'est-à-dire, il ne pensait peut-être pas qu'il allait convaincre un nombre suffisant de députés pour que la condamnation à mort l'emporte. En tout cas, le soir même de cette séance houleuse, veille de l'exécution de Louis XVI, il dîne chez Février, un restaurant non pas du Palais Royal, qui ne s'appelle plus le Palais Royal à ce moment-là, c'est le Palais Égalité, et un ancien garde du corps de Louis XVI, Philippe Nicolas de Paris, tire un couteau de son manteau et l'éventre profondément. Il est transporté jusqu'au domicile de son frère cadet qui habite place Vendôme et meurt quelques jours plus tard sans avoir prononcé le moindre mot. Alors, aussitôt, la Convention exige que lui soient réservées des obsèques d'apothéose. C'était le modèle de l'aristocrate qui a voté la mort du roi. Le peintre David, qui est le grand organisateur attitré de toutes les grandes cérémonies révolutionnaires, réalise une grandiose mise en scène. Le corps de Lepelletier à demi nu, entouré de torches et de voiles funèbres, est exposé au beau milieu de la place Vendôme, sur le piédestal d'une statue de Louis XIV récemment déboulonnée. La dépouille reste là quelques jours, et puis le 24 janvier, elle est convoyée au Panthéon. On pose une couronne civique sur la tête du mort et ses vêtements ensanglantés, essayez de vous représenter ça, ces vêtements ensanglantés, agrémentés de lauriers, sont portés en haut d'une pique et accompagnent le convoi. Tout ça, c'est très grandiloquent, un peu comme les obsèques de Marat, où là, on circulait derrière la baignoire, quand même. Ça devait être assez étrange aussi. Bon, alors, vous voyez, air lugubre, jeune pleureuse de blanc vêtue, crêpe noire à gogo, laurier, enfin vraiment du David au mieux de sa forme. Lepelletier n'était âgé que de 33 ans. Il laisse derrière lui une fille unique, Suzanne, qui est une enfant de 11 ans. Elle est présentée à la Convention le 25 janvier 1793 et l'orpheline est solennellement adoptée par le peuple français. Et oui, Suzanne Lepelletier de Saint-Fargeau est la première pupille de la nation. Bon, son père, la dépouille de son père va séjourner quelque temps, 2 ans au Panthéon. Après, la famille le rapatrie à Saint-Fargeau, au château dans l'Yonne. On l'enterre un peu n'importe où parce que quand même, au moment de la restauration monarchique, après la Révolution, l'Empire restaure
Restauration, avoir voté la mort du roi, ça l'affiche un peu mal, donc on ne va pas se vanter d'avoir eu un Lepelletier de Saint-Fargeau qui a voté la mort du roi, donc il est mis sous terre, sans pierre mortuaire, sans inscription. Et puis, évidemment, la vie passe, on ne pense plus à ce monsieur, et c'est 85 ans plus tard, il a été enterré sous un restaurant, il y a des travaux. Donc voilà cet homme qui était mort dans un restaurant, il réapparaît 85 ans plus tard dans un autre restaurant. Et là, ces restes sont transférés au château de Saint-Fargeau, celui-là même, Stéphane, vous le citiez tout à l'heure, où Jean d'Ormesson, son arrière-petit-fils, a situé les décors de son admirable saga familiale Au plaisir de Dieu. À la Restauration, pour effacer tout ce qui rappelait son passé révolutionnaire, sa fille Suzanne achète au prix fort aux héritiers de David réticents le tableau représentant la dépouille mortelle de son père, au-dessus de laquelle était suspendu un glaive, et avec cette inscription « Je vote la mort du tyran ». Évidemment, ça l'affiche mal d'avoir un tableau comme ça. Alors Suzanne l'achète, elle s'engage auprès des vendeurs à leur montrer la toile tous les 6 mois, parce qu'ils ont accepté de la lui vendre, mais ils se sont dit « Elle va la détruire ». En fait, elle ne veut plus qu'il y ait de traces de son père votant la mort du roi. Alors non, elle s'engage à ne pas le détruire, à le montrer tous les 6 mois. Elle mure le tableau dans un recoin de son château de Saint-Fargeau. S'y trouve-t-il encore? Sans doute. Avis aux amateurs de chasse au trésor. On va y aller quand même, pour vérifier. Je suis allé, je ne l'ai pas vu. S'il est muré, Stéphane, comment voulez-vous le voir? Excuse-moi, parlez-lui mieux, c'est comme Stéphane Bern. Ça appartient à la famille Guyot maintenant. Et puis c'est magnifique, c'est un château, une des plus belles charpentes d'Europe, n'est-ce pas, Stéphane? Et puis le château de Guédelon, qui n'est pas loin, musée des automobiles, c'est un endroit magnifique. Et puis évidemment, Sostène de Plessis-Vaudreuil qui a vécu là. Là, on pleure. Happy birthday to you.